On va démarrer sur ce qu'on appelle le leadership opérationnel. Maintenant, vous n'avez pas demandé le leadership opérationnel, mais quand vous demandez le leadership communicationnel, il y a l'aspect communication. L'aspect communication et comment vous devez communiquer avec votre public et autres. Vous êtes d'accord? Vous avez derrière les étudiants. À la fin de ce speech, je vous dirai pourquoi j'ai cette double casquette, parce que je me vois en vous lorsque j'étais à l'université, parce que j'étais délégué et représentant de tous les étudiants au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ça aussi, ça m'a permis effectivement d'embrasser effectivement ce qu'on appelle cette branche. Nous allons démarrer avec ce qu'on appelle le leadership opérationnel, mais je tenais à vous donner le planning. Qu'est-ce que je compte développer? Il y a des diapos, c'est des slides. On va même regarder ce qu'on appelle une petite vidéo de 2 minutes ou de 4 minutes. Ça vous permettra effectivement de mieux comprendre. La première thématique, c'est pas directement, j'attaque pas ce qu'on appelle le leadership communicationnel, mais je vais attaquer ce qu'on appelle le leadership opérationnel. Il y a un diapo, et sur le diapo, on va effectivement entremêler ce qu'on appelle d'autres diapos. Dans le deuxième diapo, il y a ce qu'on appelle le leadership communicationnel maintenant. Comment on apprend à parler au public, comment on essaye effectivement d'amener la masse à répondre à vos préoccupations. Ça, c'est des choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la personnalité du leader. Quel est le type de personnalité que vous devez avoir? Plus loin, on va faire un peu de développement personnel, vous êtes d'accord? Parce que vous ne pouvez pas aspirer, diriger des personnes et ne pas faire un peu de développement personnel. Donc, et on va donner quelques exemples de leaders que vous allez voir effectivement. Et derrière, généralement, lorsque vous êtes dans les réunions de coordination, vous avez des difficultés pour effectivement cerner le débat. Vos réunions durent en longueur. Et donc ça, il faut apprendre à un bon leader de faire ce qu'on appelle une orientation pour un meilleur déroulement, ce qu'on appelle de la réunion. Et derrière, vous ne me l'avez pas demandé, mais je ferai le principe de base du délégué qu'on va vous montrer effectivement quels sont les aspects sur lesquels vous devez vous appesantir pour pouvoir mener votre mission à bien. Le premier slide, je n'ose pas le dire parce que le directeur, dans sa présentation, dans son allocution, il a fait un résumé pratiquement de ce que je devais faire. Et la raison pour laquelle je n'ai pas modifié de diapo, je commence par cette personne. C'est qui? Voilà. Je vous empêche de voir, hein. Je vais le mettre là, si vous voulez. Cette personne, c'est qui? Cette personne, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait, vous avez vu le directeur, il a dit, faites de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça, c'est des choses qu'il faudra comprendre. Donc, je commence par les principes et je vais développer exactement et vous montrer la personne qui a développé ce qu'on appelle le leadership. Au-delà de ça, je commencerai par une définition du leadership. Et j'ai pris note tout à l'heure dans la manière où le président faisait ce qu'on appelle son speech. Donc, dans le leadership communicationnel, il parle bien, mais tout au début, il a le trac. Et c'est au fur et à mesure que vous avez senti sa voix. Donc, tout ça, on vous dira, j'ai noté Zo, j'ai noté Gallo, j'ai noté même Mambiram, j'ai noté Djedjou, et je vous ferai des remarques sur effectivement des choses à ne pas faire lorsque vous dirigez des personnes. Au-delà de ça aussi, il faudra voir effectivement l'aspect communicationnel de ce qu'on appelle le leadership. Autre chose, John Gardner, voilà, John Gardner, c'est lui effectivement le précurseur du leadership. Et comment on définit le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'orienter des personnes dans l'atteinte d'objectifs qui est partagé. Donc c'est une capacité ou une persuasion, un processus de persuasion qui peut amener un individu à influencer les personnes dans l'atteinte d'objectifs qui est partagé. Donc je peux répéter, c'est un processus de persuasion. C'est un processus, c'est la grande définition. Après, je vous donnerai ce diapo. Vous êtes d'accord? Ça, je mettrai ça à votre disposition parce que je l'ai fait pour vous. Donc, le leadership, c'est la capacité, ou bien, c'est la capacité d'une personne à orienter un groupe dans l'atteinte d'objectifs, ou bien un processus de persuasion. Quand vous dites persuasion, à convaincre. Par quoi? Par une attitude communicationnelle. Donc, on verra le savoir-faire, le savoir-être et autres. Vous êtes d'accord? C'est la capacité ou le processus de persuasion auquel un individu essaye d'influencer
un groupe dans l'atteinte d'objectifs. Mais attention, qui est leader? C'est celui qui est en mesure d'influencer les gens, des personnes, dans l'atteinte d'objectifs, mais de manière positive. Donc, vous avez un rôle de service à la communauté. Donc, ce n'est pas orienter les gens dans le mauvais sens. C'est comme si vous êtes, lorsque vous étiez enfant, dans notre temps d'enfant, il nous est arrivé effectivement de prendre une petite cigarette et de fumer. Quelqu'un nous a amené à le faire. Donc ça, c'est un leadership, mais qui est orienté dans le sens négatif. Et ce n'est pas votre rôle. Ok, allez-y. Allez-y. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les élites, font l'objet d'admiration. Dans votre paysage universitaire, vous faites l'objet d'admiration. Généralement, qui est élite, qui est leader? Même dans une équipe de football, il y a ce qu'on appelle un leader. Je ne peux pas donner d'équipe pour ne pas dire que je suis madrilène. Quelqu'un va dire je suis barcelonais. Quelqu'un va dire je suis marseillais. Mais vous prenez ce qu'on appelle Ramos, vous prenez ce qu'on appelle notre équipe nationale. On a demandé à ce que ça demande soit le leader technique. Cela veut dire que derrière, on va s'adosser à cette personne pour qu'il puisse effectivement mener ce qu'on appelle cette équipe. Cette élite, généralement, cette élite, elle peut être sportive. Elle peut être effectivement des personnes qui ont la capacité de voir une vision. Et là, si vous regardez, vous avez l'habitude de dire le goal c'est un but. Vous avez tendance à dire nous sommes à la recherche des buts. Il n'y a pas plusieurs buts, mais qu'il n'y a qu'un seul but. La motivation, la contribution, chacun amène une contribution. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui doit amener les gens dans l'atteinte et la poursuite de cet objectif. Allez-y. Voilà. Il y a un modèle. Quels sont les objectifs du leadership? Donc, quels sont vos objectifs? Au niveau du paysage universitaire, il y a toujours des contraintes. Par exemple, votre environnement, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un l'a soulevé, vous êtes d'accord? Il y a énormément de contraintes. Pour répondre à une demande, la demande c'est qui la demande? C'est les études. C'est les étudiants. Les étudiants ont besoin de s'épanouir, ont besoin effectivement de personnes qui puissent faire la revendication. J'ai aimé votre camarade qui a parlé effectivement de leadership participatif, vous êtes d'accord? Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle un système de pilotage, un système d'information. Vous m'excuserez, c'est un système opérationnel. Que veut dire un système de pilotage? Et dans le système de pilotage, appui ici, il reste macro et micro. Donc, il y a ce qu'on appelle un système de pilotage. Et le système de pilotage, c'est là où normalement vous devez prendre les grandes décisions. Vous regardez au niveau de l'université, le recteur, ce qu'on appelle le top management, le recteur, le vice-recteur, les directeurs centraux prennent des décisions et ils vont effectivement l'incrémenter pour que les gens puissent l'exécuter. Donc le pilotage. Le pilotage, vous conduisez votre voiture, vous avez un tableau de bord. Vous avez besoin de ce qu'on appelle d'avoir une stratégie. Et tout à l'heure, Nico a dévoilé ce qu'on appelle une stratégie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle très rapidement. Hein. J'ai la diarrhée verbale. Hein. Ok? Moi, je parle comme ça, c'est pas bon ici dans la communication. Voilà. Maintenant, leader, par exemple, Nico a dévoilé ce qu'on appelle une stratégie qu'il ne fallait pas dévoiler. Par exemple, quand vous voulez atteindre des objectifs, le recteur me pardonnera, vous mettez effectivement sur l'ordre du jour, le cahier de charge, énormément de choses pour espérer avoir la moitié. Donc là, qu'est-ce qui vous permet de le faire? Vous analysez ce qu'on appelle un environnement macro, externe et interne. Vous êtes d'accord? Et pour prendre ce qu'on appelle des décisions qui sont idoines. Le système d'information, le recteur en a parlé, il faudra au moins passer, effectivement partager l'information. Je vous ai choisi ce qu'on appelle dans mes slides. Monsieur Diata, non, n'avance pas. Donc j'ai dit, je vous ai choisi parce que quand on fait du leadership aussi, il faut partager l'information, à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une asymétrie d'information. Ça veut dire que lorsqu'il ne partage pas l'information, il risque d'être impopulaire. Ça veut dire que les gens vont dire qu'il est en train de se sceller, ou bien c'est un clan qui dirige ce qu'on appelle la coordination, où les gens se font des amis, alors qu'il faudra définir les objectifs effectivement que vous vous êtes fixés. Donc il vous appartient, président, effectivement, de partager les informations, parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Vous avez la primeur de discuter avec le lecteur, mais de convoquer ce qu'on appelle une coordination pour en discuter. Et de donner la bonne information et ne pas falsifier ce qu'on appelle cette information. Le système opérationnel. Maintenant, au niveau de la coordination, vous prenez des décisions, mais ces décisions doivent être effectivement ramifiées dans les autres structures. Par exemple, au niveau des amis, au niveau des amicales, au niveau des délégués, pour ne pas que les étudiants puissent avoir la bonne information. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faudra comprendre. Il y a une instance de décision, pilotage,
une instance d'information, une instance ce qu'on appelle opérationnelle, là où on fait l'action. Vous le prenez dans le cas d'une entreprise, c'est le chef qui n'est pas tenu d'être là tous les jours, le recteur n'est pas là tous les jours, le vice-recteur n'est pas là tous les jours, mais par contre, les subalternes sont obligés d'être là. Vous m'excuserez de ce terme, vous êtes d'accord? On peut y aller encore. Voilà. Christophe Carré, allez-y. Donc là, quelle est la vision maintenant de Christophe Carré? C'est ça votre thématique. C'est ça votre thématique. Lui, effectivement, c'est le précurseur qui a développé le leadership communication. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas directement toucher ce qu'on appelle le leadership opérationnel, communicationnel, sans pour autant dire quelle est l'orientation d'un leader. Allez-y. Voilà. Par rapport à la personnalité. Mais si vous voyez, par rapport à la personnalité, je suis obligé de vous montrer ce qu'on appelle un autre diapo. Vous me permettez, peut-être vous n'allez pas vous retrouver avec ça. Par rapport à la personnalité, je vous montre ce qu'on appelle un diapo sur cela. Par rapport à la personnalité, c'est les 4 phases d'apprentissage. Parce qu'un individu doit essayer de connaître ses véritables, effectivement, ses véritables caractéristiques. Quels sont ses atouts, quelles sont ses compétences et autres. Et là, pourquoi vous êtes leader? Pourquoi vous êtes porté par la communauté étudiante? Regardez bien. Compétence inconsciente. Incompétence consciente. Compétence consciente. Mais la quasi-totalité des étudiants sont à ce niveau-là. La compétence inconsciente. Chacun a ce qu'on appelle un point fort. Mais malheureusement, votre point fort, vous ne parvenez pas à le détecter. Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'étudiant qui sort exactement d'une classe, que ce soit le gouverneur, le délégué de classe, il a des compétences qu'il est en train de valoriser. La quasi-totalité des étudiants sont au niveau de la compétence inconsciente. Ça nous arrive à nous tous. Parfois, regardez dans votre cursus, au niveau du primaire. Il y en a certains qui atteignent ce qu'on appelle leur maturité à partir de la terminale. Les autres à partir de seconde, 6e. Les autres à partir de l'université. Donc, chacun a une possibilité de se prendre de prendre sa vie en main. Donc, raison pour laquelle on vous demande, si vous aspirez à diriger des personnes, il faut faire une auto-évaluation. Et vous allez voir l'auto-évaluation. Vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai de plus fort? Qu'est-ce que je n'ai pas? Chacun a ce qu'on appelle une zone de confort, des points forts, et dans vos points forts, vous cherchez ce qu'on appelle une zone de confort. Chacun, je répète, a ce qu'on appelle des points forts. Et parmi vos points forts, quelles sont vos zones de confort? Vous prenez le vice-recteur, sa spécialisation c'est les mathématiques. Mais par exemple, vous pouvez voir effectivement que son point fort peut être dans le calcul stochastique. Donc c'est à lui effectivement de détecter exactement où se trouve ce qu'on appelle son point fort. Mais regardez bien, au Sénégal, nous sommes dirigés la plupart par des incompétents qui sont conscients. Des incompétents qui sont conscients de ça. Allez au niveau de ceux qui font de la politique. Prenez, je ne veux pas citer de nom, mais vous allez voir dans les débats publics, vous allez voir comment aussi il faut se tenir dans un débat. Vous êtes d'accord? Le vrai débat, les gens ne le mènent pas, mais ils commencent à vous insulter. Parce qu'ils cachent quoi? Ils cachent ce qu'on appelle une incompétence. Donc l'objectif aussi de ce séminaire, c'est de vous pousser à vous dire, vous faites partie de la crème, je répète encore, j'avais l'habitude de le dire, le recteur je le paraphrase, vous faites partie des 1000 meilleurs Sénégalais. C'est ce que nous disait un prof à l'université. Pourquoi? Il a fait un processus. Vous êtes 4000, mais 4000 pour être orienté, vous avez laissé combien de personnes en rate? Et parmi toutes ces personnes, vous avez été nommés au niveau de vos instances. Cela veut dire que vous représentez qui? Parce que vous avez quelque chose à faire valoir. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais y aller en revenant à ce qu'on appelle sur maintenant votre thématique. Votre thématique touche maintenant ce qu'on appelle le leadership qui est communicationnel. Et là, avant de toucher au leadership communicationnel, je vous montre ceci. Est-ce que vous savez que 70% de ce que nous communiquons est mal compris, est mal interprété, est rejeté, n'est pas apprécié, est déformé et n'est pas entendu? C'est vrai? Vous êtes d'accord? Par exemple, aujourd'hui, si je vous dis, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, quelqu'un peut interpréter vos propos.
je ne veux même pas donner une expression, mais il y a beaucoup d'expressions qu'on peut interpréter. Combien de fois on a interprété vos propos? Donc, raison pour laquelle, en tant que leader, par exemple, lorsque vous allez effectivement négocier avec les autorités universitaires et que les gens vous donnent des informations aussi. Et là, je voudrais vous dire, on a parlé d'asymétrie de l'information. Ne pas partager l'information, mais il faut le partager à quel niveau? Est-ce que l'étudiant, tout à l'heure, le recteur, vous l'avez entendu dire que vous avez le plus petit budget, effectivement, des universités, mais il n'a pas communiqué sur le budget. C'est des informations qui sont confidentielles. Demain encore, vous allez lui poser la question, il va différer. Vous êtes d'accord? Donc, c'est des informations qui sont confidentielles. Ça veut dire que quand vous discutez avec une autorité, effectivement, avec M. Faye en catimini, ça veut dire qu'il vous donne la primeur de cette information. C'est à vous, effectivement, de regarder le contenu de cette information. Parce que ça peut faire, effectivement, un impact et un boom. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, regardez, il est Michel LMD, mais comment, effectivement, les gens avaient critiqué le système LMD? Parce qu'il n'avait pas fait ce qu'on appelle une bonne communication. Raison pour laquelle je dis, 70% de ce que nous communiquons est mal compris, est mal interprété, est rejeté, n'est pas apprécié, est déformé. Et raison pour laquelle vous allez en mouvement et que vous voulez que les étudiants vous suivent, quels sont les mots qu'il faudra utiliser? Vous êtes par exemple dans cette période où les bourses ne sont pas encore là et que vous voulez amener les gens à ce qu'ils soient là. Mais quels sont les mots que vous devez toucher? La bourse, camarade, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse. Ça permet de les écouter. Mais vous leur dites exactement autre chose, ils peuvent ne pas s'intéresser à ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra comprendre. Maintenant, vous voyez votre thématique. 70% de ce que nous communiquons, le leadership communicationnel. Maintenant, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet, qui est votre thème, qui est votre thématique. J'ai laissé en suspens ce qu'on appelle la personnalité. Je n'ai pas encore touché à la personnalité. Et là, je peux revenir sur la personnalité, mais quand même, je reviens sur votre communication. Voilà. Votre thématique est là. Votre thématique est très large. Voilà. Regardez bien. Votre thématique est très large. Et je vous ai dit, si vous voulez faire une très bonne communication, il y a 12 éléments sur lesquels vous devez mettre l'accent. Écoutez-moi bien. Il y a 12 éléments et ces 12 éléments sont là. La première, c'est la posture. Que veut dire la posture? Oui. La façon de se mettre debout, la façon que l'on pense physiquement. Physiquement, c'est très important. Regardez bien, tout à l'heure, quand vous vous asseyez, et que lorsque vous êtes en assemblée générale et que vous vous asseyez, parfois vous ne maîtrisez pas votre trac, vous avez peur. Et quand vous faites un pas en avant et que vous discutez, c'est ce que je suis en train de faire pour ne pas avoir peur. C'est ce que je suis en train de faire pour ne pas avoir peur. Autre aspect communicationnel aussi, pour ne pas avoir peur. Par exemple, je regarde madame, voilà, j'ai regardé madame, elles m'ont fixé, ça veut dire que ni de nous. Mais par contre, j'ai regardé l'autre et la fui du regard, vous avez vu, c'est elle ma cible. Quand vous parlez dans un public, ils sont 2000 étudiants, quand vous regardez quelqu'un qui vous fixe, cela veut dire que cette personne exerce une suprématie sur vous, fuyez le regard. Donc elle a fui le regard, elle ne me regardera pas, donc c'est elle ma cible. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut balayer le regard. Vous faites semblant. Maintenant, on vous dira, et vous allez voir, la posture, elle est d'une importance capitale. Donc, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas vrai. On vous demande aussi d'être simple. Oui, trop de simplicité, tue la simplicité, mais soyez simple, mais tenez-vous bien lorsque vous allez à l'âge. On ne vous demande pas d'être farfelu et de prendre ce qu'on appelle des jeans de Wally Seck, de mettre des pains là-bas. Hein? Ok. Maintenant, il y a 4 postures physiques qui génèrent des attitudes différentes et qui peuvent marquer l'auditoire. Quand je dis l'auditoire, c'est vos camarades. Et c'est la raison pour laquelle je les ai listés. J'ai parlé de la posture, j'ai parlé de la singularité. Singularité veut dire qu'est-ce qui va vous distinguer des autres. C'est très important. Donc on va survoler parce que c'est pour vous. Vous êtes d'accord? Maintenant, regardez bien. Elle se décompose en 2 familles. Rapport à la verticalité. Donc il faut vous tenir debout. Maintenant, il y en a certains qui ne se tiennent pas debout. Voilà. Parfois, vous venez à l'assemblée et que vous mettez votre main comme ça. C'est un signe de quoi? De manque de respect. De manque de respect. Donc le recteur est là, le vice-recteur est là. Moi, je courbe effectivement les chines comme ça. Donc ça, c'est des choses que vous ne devez pas faire. Même si vous êtes en assemblée pour 2 heures de temps, il faut vous tenir correctement. Maintenant, regardez bien.
attitude de soumission. L'idéal est d'être dans sa verticalité. Rapport du mouvement vers l'avant, attitude de partage ou d'ouverture des autres. Donc c'est important de faire un mouvement lorsque vous parlez avec vos camarades. Mais quand vous vous asseyez, il y a le trac. Derrière, il y a le trac. Et comment on gère le trac, on en parlera. C'est la raison pour laquelle c'est votre thématique. Ok? Voilà. La singularité. Chacun a une spécificité. Vous êtes d'accord? Chaque individu a ce qu'on appelle une spécificité. Chacun parle en fonction de ce qu'il est. Donc il y en a certains qui s'expriment bien, d'autres qui ne parviennent pas à bien s'exprimer. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut voir quelle est votre singularité, là où qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Et ce que vous avez de plus que les autres, c'est ce qu'il faudra valoriser. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai entendu, il est très correct. Mais à l'entendre toujours, il ne met pas la voix. Il n'y a pas de tonique. J'ai dit, dans votre voix, il faut mettre un peu de tonique. Pour quelqu'un, un bon leader, votre voix doit dépasser votre barbe, comme celle-là. Votre voix doit dépasser votre barbe, comme celle-là. Maintenant, je n'ai pas besoin de micro, elle n'en fume pas. Donc, un leader, effectivement, par rapport à l'intonation, tout ça, vous devez vous spécifier par rapport à ça. Il y en a certains, effectivement, qui ont une belle voix. Donc, ils vont se singulariser à partir de leur voix. Vous êtes d'accord? À partir de ce qu'on appelle du gestuel. Donc, chacun a ce qu'on appelle, ce que vous appelez votre feeling. Donc, il faut le faire. Maintenant, le public. Donc, tout à l'heure, comment il faut faire, effectivement, pour appréhender un public. Voilà. Maintenant, en s'adressant à un public, quel que soit l'orateur, assume une responsabilité. Il faut prendre vos responsabilités. Regardez bien, en coordination, vous discutez, voilà ce qu'on appelle les personnes qui doivent parler. Mais à la dernière minute, il y a quelqu'un qui se retire. Il y a toujours quelqu'un qui se retire. Ou bien, quand il parle, c'est parce que derrière, on vous dira, si vous avez fait votre speech, exactement, vous l'avez répété N fois. Donc, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc il faut appréhender votre public. L'orateur se doit de se concentrer sur son auditoire, non seulement par le contenu du message, mais par la qualité de sa prestation. Donc si vous divaguez, vous pouvez sortir. Raison pour laquelle parfois, regardez, vous le faites tout le temps. Lorsque vous faites vos assemblées, quelqu'un parle jusqu'à ce que vous l'applaudissez pour que, c'est pas applaudir, vous dire, il est en train de faire une bonne prestation, mais allez vous asseoir. Ok, voilà, au sujet. Donc, ça aussi, voilà. J'aurais bien aimé que le recteur soit là. Donc là, le PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est très important. Vous pensez qu'effectivement, on est en train de faire de la médecine. Non. Il n'est pas là. Regardez, la programmation teste quelques des ordinateurs. Tout le monde est programmé à faire quelque chose. Donc, regardez bien. En PPP, c'est ce que je tentais de faire avec vous. Je vous mets en groupe et chacun sait à quel moment il doit intervenir. Ça veut dire que vous ne devez pas attribuer au président, effectivement, de la coordination toutes les tâches. Parce que si c'est 2 heures de temps et qu'il parle 2 heures de temps, mais il va finir effectivement par lasser les personnes. Et maintenant, quand il touche à la bourse et que Nia est là, il doit lui donner la parole. Quand il touche effectivement au niveau du social, il doit lui donner la parole. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on parle de programmation neurolinguistique. C'est important. Effectivement, ça revient encore au niveau de la personnalité. On peut aller même au niveau de la personnalité. Quels sont les différents, effectivement, types de personnes qui existent? Il y a un chercheur du nom de J. Robert. Il a dit qu'il existe 6 types de personnes. Vous, comme moi, nous faisons partie de ces 6 types de personnes. Vous vous rappelez de ça, Nico? Je vous avais dit il y a 6 types de personnes. Les premières personnes, regardez bien, les 6 types de personnes. Vous-même et moi, nous y retrouvons. Monsieur le recteur, monsieur le directeur, nous tous, nous faisons partie de ces 6 types de personnes. Qu'on le dise ou pas. J. Robert a dit il y a 6 types de personnes. Quels sont ces 6 types de personnes? Il commence à vous dire il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un lieu de contrôle interne. Le lieu de contrôle interne. C'est quoi un lieu de contrôle interne? C'est des personnes qui sont autosuffisantes. Ça veut dire que quand vous réussissez, ça veut dire que vous êtes en train de bomber le torse. Vous êtes d'accord pour dire que c'est moi? Par exemple, je peux vous donner une petite anecdote. J'ai fait le bac avec quelqu'un qui travaille au niveau de la SGBS. C'était le major au bac. Mais il nous a insultés, nous tous, le jour du bac. Comment il nous a insultés? Lorsqu'on a effectivement donné la délibération, c'était le premier du centre. Il a dit, vous m'excuserez, monsieur le recteur,
je le mets entre guillemets, je suis pas mal pour une mal propre, il a dit my send by. Ça veut dire qu'il a le lieu de contrôle interne. Par exemple, vous voyez le recteur, il vient, quand il est venu, il pouvait ne pas effectivement déjeuner avec vous. Mais il se lève, et j'ai entendu même Nia taquiner le vice-recteur, il s'abaisse. Ça veut dire qu'il n'a pas un lieu de contrôle interne. Mais par contre, il y en a certains d'entre vous qui sortent demain, vous les trouvez dans le bureau, ils vont dire assis-toi, installe-toi, ça va, tu peux prendre place. Donc c'est des gens effectivement qui ont caché quelque chose. Ça veut dire qu'ils attendent ce qu'on appelle l'accomplissement pour sortir de leur gang. Ça, c'est des gens. Il y a ce qu'on appelle le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui ont un lieu de contrôle externe. Que veut dire un lieu de contrôle externe? C'est des personnes, effectivement, qui croient, vous comme moi, que lorsqu'on réussit, il y a ce qu'on appelle une volonté divine, il y a ce qu'on appelle nos parents qui nous ont portés. Regardez lorsque vous écrivez votre mémoire. Grâce à Dieu. Et grâce à Christ. Ouais. Donc vous commencez par ça. Et regardez, c'est l'attitude des mœurs. Voilà. Donc ça, c'est une attitude de contrôle externe. Troisième attitude. Je suis toujours au niveau de la personnalité. Au niveau de la personnalité, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle une troisième attitude, c'est l'attitude du dogmatisme. Et c'est ça qu'il ne faut pas avoir lorsque vous faites du leadership opérationnel. Il y en a des gens, regardez, par le président, ils peuvent être affiliés. Si le président, effectivement, dit quelque chose, ils vont s'adosser. Cela veut dire que c'est des suiveurs, c'est des bénévoles. Et un leader ne peut pas être un suiveur. Ça veut dire que vous dites à quelqu'un, il y a la croissance linéaire qui est sortie, il dira, j'attends le leader. Il y en a des personnes qui ne prendront jamais de décision. C'est des personnes de faible esprit. Combien de fois vous avez vu des personnes avec qui vous avez partagé le lycée? Une fois à l'université, ces personnes changent de comportement. C'est des personnes polychromes. Quatrième type de personnes, c'est des personnes autocratiques. Cela veut dire que c'est des personnes qui n'accepteront jamais d'avoir tort. C'est des personnes. Ça veut dire que c'est là où le recteur vous a poussé à ne pas être figé. Quand vous faites une négociation avec les autorités administratives, il ne faut pas être borné et figé. Vous êtes d'accord? Il faut discuter et regarder ce qui est dans la mesure du possible. C'est avoir une acceptation à vouloir effectivement aller de l'avant et différer le problème. Donc ça, effectivement, il faudra le faire. Derrière, cinquième type de personnes, il y a ce qu'on appelle des personnes machiavéliques. Tous les présidents l'ont lu. Machiavélique. Quand on vous dit vous êtes machiavélique, il faut creuser la terre et vous enterrer. Parce que combien de fois vous avez été déçus par des personnes? Combien de fois vous avez été déçus par des personnes que vous semblez connaître et que vous ne connaissez pas? Donc c'est la raison pour laquelle on vous dit cette personne peut effectivement se venger sur vous. Effectivement, il peut manger le plat à froid. Sa vengeance peut être à froid. Et derrière, ce qui nous amène à faire une petite extrapolation avec la dame qui a effectivement tué son mari. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans ça? Est-ce qu'elle était en démence? Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle une thérapie? Et vous, en tant que coordination, vous devez toujours faire une thérapie. Mais la thérapie doit être positive. Discuter. Ça veut dire que vous discutez avec vous-même pour effectivement assainir le groupe. Tant que vous ne marchez pas d'un seul homme, ça veut dire que effectivement vous pouvez conduire les étudiants à aller dans le mauvais sens. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez aller d'un seul coup. Voilà. Il y en a certains qui gangrènent des lacunes et c'est à vous effectivement de les amener dans la masse. C'est ça le leadership, le rôle du président. Et sixième type de personne, et ça c'est la bonne qualité, c'est ce que dit J. Robert. Il dit quoi? C'est des personnes qui ont ce qu'on appelle le monitoring de soi. C'est la personne qui a la capacité de s'adapter. Moi je vois ça en du coup, je ne suis pas en train de lui caresser dans le sens des poils, mais elle a la capacité de s'adapter. Elle peut être l'amie de tout le monde. Voilà, donc une capacité de s'adapter. Raison pour laquelle moi, à chaque fois que je la vois, j'ai une expression à Olof Somogele Magana. Donc en première année, je l'avais coaché aussi avec Junior Excellence Award où j'étais votre coach au niveau de Gorée. D'accord? Mais elle était ce qu'on appelle le petit poussé du groupe avec Fatmata Boulot. J'avais pris toutes les UFR pour les coacher et on était bien parti pour prendre ce qu'on appelle cela. Donc, on y va encore sur... Je suis en train de perdre du temps. Donc, sur la méthode. Mais quand même, je suis en train de survoler. Donc, et on vous donne 5 actions pour bien commencer lorsque vous devez effectivement parler à mon public. Vous êtes d'accord? Donc, allez vers le public. Il est très important d'aller vers le public. Vous ne devez pas
votre auditoire est là et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Donc regardez même ce que font les artistes. On n'est pas en train de faire, vous n'êtes pas des artistes, mais quand même, le public respire effectivement à part du présentateur. Donc c'est à vous effectivement de les faire sentir cela. Geste d'ouverture, c'est très important. Entrez en relation, gardez, posez-vous, exprimez, soufflez, faire plaisir. Généralement, quand vous avez peur aussi, il y a quelque chose qui peut effectivement vous faire entrer en matière, c'est le sourire. Maintenant, derrière, on ne vous demande pas de ricaner ni de rigoler. Il faut apprendre à bien sourire. Ok? Donc, le silence, ce que vous n'avez pas, je l'ai noté tout à l'heure, vous n'avez pas une bonne capacité d'écoute. Vous n'écoutez pas. Le recteur parle, effectivement, l'autre, j'ai vu l'autre tout à l'heure. Ça, c'est des gestes qu'il ne faut pas faire. Vous voulez que les gens vous écoutent et que vous ne prêtez pas attention à ce qu'ils disent. Même si vous êtes devant quelqu'un, tout à l'heure le recteur l'a dit, il a fait un brillant exposé. Moi, je me suis vu dans cet exposé. C'est très important. Donc, quand quelqu'un parle, n'essayez pas de voir sa faiblesse, mais écoutez-le. Parfois, nous les enseignants, c'est la raison pour laquelle quand un étudiant même est en train de dire des galimatia, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Après, maintenant, essayez de ne pas le heurter. Maintenant, le silence. Voilà. À un moment donné, il est bon, si vous avez le trac, de marquer au moins un petit silence. Donc ça, c'est important. Ok? La posture qui revient. La posture qui revient. Donc, derrière, vous aurez ce qu'on appelle des solutions. Maintenant, je prends ce qu'on appelle le trac. Généralement, il y en a certains d'entre vous qui n'ont jamais eu l'opportunité de s'exprimer devant un public. Vous êtes d'accord? Maintenant, on vous dit, j'ai pris M. Tal, écoute la présentation des étudiants en PPP. Le PPP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet personnel professionnel. Donc, M. Tal lui dit, avez-vous le trac? Et l'année dernière, j'ai vu une étudiante, effectivement, qui est tombée de nu à l'amphi. Parce que quoi? Elle avait le trac. Effectivement, elle avait le trac. Et raison pour laquelle elle ne parvenait pas à gérer. Et donc, vous devez pouvoir le faire. Et comment le faire? Si vous ne voulez pas avoir peur, il faut faire en sorte d'être là bien avant les autres. Parce que quand vous attendez à ce que tout le monde s'assoie et que vous devez faire une présentation, vous gardez cette pression. Donc, le fait d'être là bien avant les autres vous permet de vous familiariser avec l'atmosphère. Ça, c'est des choses qu'il faudra comprendre. Ok? Donc, on vous a donné ce qu'on appelle des conseils derrière. Ok? Les gestes. Là aussi, on le dit le plus souvent. Le gestuel, il est très important. Le gestuel vous permet effectivement de donner un argumentaire, mais il faut mesurer le gestuel. Le gestuel, il faut le mesurer. Il y a des gestes qui peuvent être effectivement choquants. Vous êtes d'accord? C'est comme quand je vous dis, vous prenez la tangente en vous indexant comme ça. Le gestuel n'est pas beau à regarder, mais quand même, il faut faire en sorte de ne pas effectivement exagérer dans le gestuel, dans la maîtrise effectivement de cela. C'est une manière d'être correct quand vous parlez à un recteur et que vous gesticulez. Donc ça, vous devez pas. C'est des attitudes qu'il faudra avoir. Et vous vous rappelez de M. Cissé qui vous disait à l'amphi, si vous voulez aller en altitude, il faut soigner votre attitude. Si vous voulez aller en altitude, il faut soigner votre attitude. Donc vous êtes des exemples au niveau de l'université. Et cette exemplarité devrait effectivement être implémentée dans tout ce qu'on appelle dans toutes les UFR. Parce que vous êtes des porteurs de voix, vous êtes des élites. Et l'élite, c'est ce qu'on appelle un leader. Voilà, les messages vous ressemblent. C'est très important. Cela veut dire que le président, il est là, il est calme. Donc, je prends tout à l'heure le recteur, j'espère que vous me le permettez, je prends toujours exemple sur vous. Tout à l'heure, il vous a délivré ce qu'on appelle un message. Et le recteur l'a repris. Il vous a dit, je suis de nature calme. Donc, dans son message, dans son speech, il est calme. Moi, je ne suis pas calme. Je ne suis pas calme. Par exemple, lui, il est très posé. Donc, quand il est quelqu'un il est très posé, dans sa manière de parler, ça doit sortir. Maintenant, s'il met le contraire, les gens sont en mesure d'apercevoir effectivement que vous êtes en train de les lire. Et les gens ne sont pas fous. Donc, moi, je suis agité quand je parle. Exactement, c'est comme ça que je parle. Mais lui, il est calme. Donc ça doit se ressentir. C'est des choses qu'il faudra comprendre. Il y a ce qu'on appelle un investissement émotionnel. Je voudrais faire un investissement émotionnel et vous pousser à faire quelque chose. J'ai accepté hier, très franchement, parce que moi j'aime bien être à Bambey. Et vous, très franchement, vous êtes respectueux. Depuis hier, j'ai vu la manière dont vous m'avez accueilli. Et je tenais effectivement au cours de ce séminaire vous dire
Vous êtes des personnes au cœur noble et vont à la vraie valeur de la nature humaine. Je vous remercie très franchement. On va demander au recteur ce qui est écrit ici. Je vous remercie de m'avoir applaudi. Je vous ai poussé émotionnellement à m'applaudir. Vous allez applaudir parce que je vous ai poussé à le faire. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Donc quand vous voulez amener des personnes effectivement à réagir, il faudra leur toucher dans leurs émotions. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure à madame ce qu'on appelle une feuille. Il faut utiliser ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle quand vous voulez faire passer un message. Et je ne suis pas du tout d'accord lorsque vous dites la masse est toujours derrière. Mais la masse, avant tout, est représentée par des leaders. C'est ça le leadership opérationnel et le leadership dynamique. Raison pour laquelle je ne peux pas dire leadership communicationnel. La communication, c'est un aspect de ce leadership-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est l'investissement émotionnel. Cela veut dire que vous prenez en compte quelqu'un. Je donne l'exemple de ma femme. Tout à l'heure, j'ai taquiné. Par exemple, elle prépare quelque chose que je n'aime pas. Et elle me dit, elle me sert le plat, je lui dis, c'est très bon. Oh, c'est trop bon. Elle me dit, ah, j'en rajoute, alors que c'est pas bon. Je suis obligé de l'influencer émotionnellement jusqu'à ce que, voilà, quand vous voulez obtenir quelque chose, émotionnellement, il faut toucher la personne. Par exemple, le président, c'est l'anniversaire tout à l'heure. Je l'ai noté, hein, tout à l'heure, il y a l'anniversaire de monsieur Eliman. C'est l'anniversaire, émotionnellement, s'il fait un geste. Cela veut dire que le jour de la coordination, l'anniversaire, effectivement, il fait quelque chose, il paye de la collation. Mais émotionnellement, demain, s'il demande à Eliman de venir ou d'aller à Ngundian, Eliman ira à Ngundian. Forcément, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Je ne vous demande pas de le citoyen. Mais c'est des choses que vous négligez. Mais s'il lui demande ça, cela veut dire que le leader, vous devez, pour obtenir quelque chose, effectivement, les pousser à le faire. Ok? Voilà. Voilà. Comment faire passer un message qui est délicat? Et là, c'est là où, effectivement, comment faire passer un message délicat? Je vais donner un exemple. Je ne vais pas aller plus loin. Quand je vois une personne, je ne vais pas maintenant toucher une personne, il y a une personne qui est là, qui s'appelle Modou. Et je lui dis, Modou, tu as une mauvaise haleine. Je n'ai pas indexé personne. J'ai indexé personne. Donc, tu as une mauvaise haleine. Mais ça ne se dit pas. Mais regardez la manière dont on doit faire une communication. Raison pour laquelle vous êtes dans votre thématique. Il y a une manière de communiquer. Et regardez bien, il est toujours difficile de dire à quelqu'un quelque chose qui pourrait le blesser. Ne pas lui dire, c'est nier son problème. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un aussi a des difficultés, il faut lui faire savoir. Vous êtes d'accord? Mais comment? Avec la manière. Ça veut dire que quand vous dirigez des personnes aussi, il y a des lacunes, il faut les amener à le faire. Maintenant, vous nommez la personne, contexte, je n'ai pas voulu dire Modou, j'ai dit Jean-Pierre. J'ai souhaité te voir ce matin parce que j'ai une chose importante à te dire. Vous différez, vous faites par l'euphémisme. Vous êtes d'accord? Mais vous ne pouvez pas, sur certaines informations, le faire. Et là, rassurer, exprimer un silence de reconnaissance. J'apprécie ton travail. Ce que je vais te dire, ne remets pas en question ton travail. Vous voyez, il est en train de le dire. Et donc, dire, moi, mon problème, j'ai un problème. Et regardez bien, derrière, il finira par lui dire, voilà, en est-il conscient, oui ou non, proposez plusieurs options. Et en fait, vous commencez à lui dire, je pense bien que vous avez une mauvaise haleine. Est-ce que vous le sentez? Mais quand vous dites à la personne, vous avez une mauvaise haleine, la personne peut être effectivement réfractaire par rapport à ça. Ce qui me permet d'arrêter ce diapo et de revenir sur le fichier normal. Voilà, je peux continuer. J'étais au niveau, voilà, on avait cliqué, hein. Donc si vous regardez, j'étais au niveau de la personne. Oh. J'étais au niveau de la personnalité et maintenant je suis au niveau du savoir. Et je pense bien que le recteur a mis l'accent pour vous dire que quelle est votre principale mission. Vous êtes à l'université avant d'être des leaders, de venir chercher le savoir.
Le savoir, c'est quoi? C'est l'accumulation de l'ensemble des connaissances théoriques qui sont acquises au sein d'une formation. Maintenant, ce savoir-là peut être subdivisé en savoir-faire et en savoir-être. Le savoir-être, ce n'est rien d'autre que la personnalité sur laquelle je suis largement revenu. Ok? Et là, le leadership s'accompagne toujours du vouloir. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces trois-là. Vous vous rappelez? SVP, savoir, vouloir et pouvoir. La motivation. Leadership et motivation. Ça veut dire qu'il faut vous fixer des limites. Et il a parfaitement raison de vous dire que la quasi-totalité des leaders, ce qu'on appelle des personnes qui ont dirigé des structures syndicales au niveau de l'université, sont des élites. Et généralement, s'ils mesurent effectivement avec une grande portée leurs compétences, ils se retrouvent généralement dans les instances de décision. Parce que vous savez parler à une personne. Aujourd'hui, vous savez comment introduire et discuter avec une autorité. Vous ne pouvez pas discuter avec monsieur le recteur en disant salut et autres. Donc il y a des expressions effectivement qu'il faudra utiliser, employer des règles de bienséance pour que la personne, même demain, ça veut dire que même s'il ne voudrait pas le faire, il peut faire des concessions. Maintenant, autre chose, le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les moyens. C'est très important. C'est des moyens physiques, vous êtes d'accord? C'est votre envie, c'est votre environnement. Votre environnement doit vous porter effectivement dans tout combat que vous devez mener. Ok? Et là, temporel. Et j'aime bien utiliser une expression qui est smart. Le leader doit être smart. Smart veut dire je suis simple ou spécifique. Vous êtes d'accord? S veut dire simple, smart. Simple, spécifique. C'est la même chose. Ou vous dites M, smart, M veut dire mesurable. Quand vous faites quelque chose, il faut mesurer la portée de cela. Tout risque est mesurable. Donc quand vous engagez dans quelque chose, il faut mesurer. Ce qui me pousse à vous dire, vous allez prendre des décisions au niveau des instances universitaires. Il faut mesurer la portée de votre communication. Vous ne pouvez pas, en tant que leader, aujourd'hui vous êtes dans une université qui est une université phare, vous ne pouvez pas prendre des décisions qui risquent effectivement d'entacher et de ternir l'image de votre université. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra comprendre. Donc il faut mesurer effectivement la portée de vos décisions. Et il en a parlé encore, je reviens. Vous avez l'habitude, les structures syndicales que vous prenez à Dakar, quand ils sont, la bourse n'est pas là, il n'y a que Bambey qui ne sort pas. Et ça, c'est une bonne attitude. Et regardez, à Dakar, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent toujours sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai eu l'opportunité, en étant étudiant, de discuter avec ce qu'on appelle le ministre Moustapha Souran. Il nous a dit, maintenant, dans les politiques de l'État, c'est de mettre les universités en dehors de la ville. Vous prenez l'université, avant de faire la marche jusqu'à EDK, poum, 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 ils vont rentrer encore. Maintenant, Dakar est sur la nationale. Et qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois qu'il y a un problème, ils descendent dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle, dans la communication, qu'est-ce qu'il faudra apprendre aux étudiants dans la coordination? Si vous sortez votre plus grande arme, tous les jours, fréquemment, forcément, les gens n'auront plus peur de votre arme. Vous êtes d'accord avec moi? On barre la route. On barre la route. Finalement, les gens vous disent, allez barrer la route. Donc, il faut aller dans le sens de la négociation. Raison pour laquelle on vous dit, et j'ai bien aimé l'expression du directeur en vous disant, attention, si vous êtes fou aussi, il peut être fou et déraisonnable pour se faire entendre. Parce que c'est l'autorité, vous ne pouvez pas lutter contre l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est le président, mais s'il outrepasse ses prérogatives, on peut le faire sortir par le conseil de discipline. Raison pour laquelle il est très convivial avec vous en vous disant j'aime bien travailler avec vous. Mais à un moment donné, il vous a dit je suis calme, mais il a brandi un peu le sabre. Monsieur le vice-directeur, il a brandi un peu le sabre pour que vous ayez un peu peur de ça. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faudra comprendre. J'espère qu'il ne va pas l'utiliser. Ok. Voilà, donc ça c'était effectivement une représentation de ce que vous devez faire sur. Voilà. Les leaders ont le talent d'attirer les autres autour en créant ce qu'on appelle une nouvelle vision. Donc c'est à vous effectivement de montrer ce qu'on appelle l'étoile polaire. Donc tout le monde n'a pas la possibilité de voir l'étoile polaire. Donc le leader, effectivement, c'est celui qui a la possibilité, effectivement, de montrer la voie à tout le monde. Voilà. Vous êtes d'accord que c'est votre thématique? Donc le leadership
communicationnel. Comment il faudra communiquer? C'est très important. On est revenu sur la communication. La communication donne sens à l'action. Les leaders font leur examen de conscience. En quoi suis-je bon? Quelles sont mes qualités? Le bilan personnel, il est très important. Faites votre bilan personnel. Là où vous avez ce qu'on appelle les points forts pour vous. Voilà. Travail en équipe. Et là, c'est des choses qu'il faudra. C'est le maître mot dans une structure. Vous ne pouvez pas effectivement ignorer cela. Ça, c'est pas du tout possible. Et raison pour laquelle je suis obligé de revenir pour vous montrer ce qu'on appelle un autre diapo. C'est juste, quand je dis travail en équipe, on est obligé de vous montrer quel est le modèle du leadership efficace. Et donc, si vous constatez ici, il y a ce qu'on appelle, Monsieur le Président, un leadership autocratique, un leadership démocratique et un leadership du laisser-faire. Jamais à l'université, on va pratiquer ce qu'on appelle le leadership du laisser-faire. Donc, il est bon d'adapter une bonne attitude du leadership démocratique. Regardez bien le leadership autocratique. Si vous regardez bien la dynamique du groupe, tension, méfiance, rapport médiocre. Quand vous gérez des personnes de manière autocratique, vos décisions seront impopulaires. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle il faut au moins prendre effectivement l'esprit d'équipe. Le leadership démocratique, la participation, une satisfaction, elle est beaucoup plus grande. Vous êtes d'accord? Saturé, complet, grande, élevée. Maintenant, si vous faites le leadership, vous laissez faire, chacun effectivement est en mesure de conduire la barque là où il veut la mener. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra éviter. Ok? Donc, vous me donnez 10 minutes, je termine le lecture. Hein? Donc, et là, je suis développé des compétences en communication et en organisation. Et vous allez voir le dernier diapo. Je suis obligé de vous parler effectivement comment vous devez vous comporter effectivement et ne pas répondre. Parfois, vous parlez devant la foule et que quelqu'un vous insulte. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il ne faut pas répondre? Et je suis obligé de vous mettre une petite vidéo et nous tous, nous allons rigoler dans ça.